Bonjour, monsieur Abdou Sané. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes un ancien député et vous êtes actuellement membre de l'UCS, l'Union pour les centristes du Sénégal. Voilà, donc ce matin, nous allons vous recevoir dans le cadre de l'émission qui s'appelle L'invité et nous allons parler de l'actualité internationale. Voilà, donc monsieur Donald Trump est actuellement élu président des États-Unis et nous allons parler de l'environnement parce que lors de sa campagne, il a évoqué la relance des industries extractives, pratiquement le charbon. Et vous, en tant qu'environnementaliste, avec sa victoire, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'élection de Trump? Merci. D'abord, je suis un homme de principe. En matière électorale, j'ai toujours respecté la souveraineté du choix des peuples. Quelle que soit la nature, la physionomie, ou le statut, ou les origines sociales de la personne élue. Parce que seul le peuple souverain est dépositaire de cette souveraineté pour choisir la personne qui veut bien choisir. On ne choisit pas pour autrui, mais on choisit pour soi-même. Donc les Américains ont choisi pour eux, ils n'ont pas choisi pour l'Afrique ni pour l'Europe. C'est en fonction de leurs propres intérêts. Et c'est pourquoi moi, je dis que j'ai toujours respecté les choix des peuples. Je n'ai pas de préjugés là-dessus. Le deuxième élément, ce que je pense de Donald Trump, je souhaite simplement qu'il puisse mériter la confiance que les Américains ont placée en lui en le choisissant, parce que les États-Unis représentent la première puissance du monde à tout point de vue, au plan économique comme au plan militaire. Aujourd'hui, du point de vue de la géopolitique, personne n'a intérêt à ce que l'Amérique bascule dans un sens négatif, parce que cela va impacter la marche normale du monde. Et c'est pourquoi donc, je souhaite plein succès au nouveau président. Je ne vais pas apprécier ni donner des jugements de valeur, parce qu'il n'a pas été choisi pour Abdou Sané, il a été choisi pour prendre en charge les seuls intérêts des Américains. Dans le domaine de l'environnement, pendant la campagne et même avant la campagne, lorsqu'il y avait déjà la rencontre de Paris l'an passé, au mois de décembre 2015, il a toujours soutenu la position qui dit que les engagements que Barack Obama prenait, il allait y revenir. Mais moi je crois que c'était des propos de campagne. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue de la diplomatie et du point de vue de la géopolitique mondiale, les Américains n'ont pas intérêt à se marginaliser, parce que les pays les plus réticents n'étaient pas les États-Unis, c'est surtout la Chine et l'Inde. Or, ces pays ont accepté l'accord de Paris, qui a été ratifié même dans ces pays. Donc je ne vois pas pourquoi les Américains vont choisir unilatéralement de se démarquer de la marche du monde. Ça, je pense que c'est une position irréversible. Après, au moment où nous parlons, nous sommes dans la phase maintenant de mise en œuvre et du suivi de l'accord de Paris. Donc le premier an après la signature de l'accord de Paris. Et je pense qu'il n'aura pas cette possibilité politique de revenir là-dessus, parce que ce serait même contraire à la morale ni à l'éthique. Parce qu'en matière de diplomatie, c'est rare de voir un pays revenir sur une décision de ce genre. Et c'est pourquoi je dis que sur cette question, je crois que c'était des propos de campagne, mais je pense qu'au moment où nous parlons, il n'a pas intérêt à revenir là-dessus. Ok, vous avez dit qu'il ne peut pas avoir au moins le soutien politique pour revenir sur ça, mais il avait même dit qu'il allait suspendre avec l'appui au moins de la Chambre républicaine et du Sénat aussi actuellement, puisqu'il a gagné et il est majoritaire dans ce pays. Oui, attends, il faut faire une nuance. Nous, des pays africains, particulièrement du Sénégal, nous avons l'habitude de penser que ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe ailleurs. On a l'habitude de faire un transfert de préjugés. Non. C'est-à-dire que dans nos pays, quand vous êtes président, votre majorité à l'Assemblée est soumise. Elle accepte tout ce que vous voulez. Ailleurs, ce n'est pas ça. C'est des gens quand même qui ont le sens de la réflexion et du refus. Aujourd'hui, il a le Sénat. Aujourd'hui, il a la Chambre des représentants. Mais ce n'est pas une majorité mécanique, genre Afrique. Pas du tout. Aux États-Unis, le président n'est pas le président de ces élus-là. Pas du tout. Les élus ont leur autonomie. Ils ont la liberté et le sens de l'initiative. Et tout ce qui est contraire à l'intérêt supposé des populations, ils s'y opposent. Alors que chez nous, mécaniquement, dès que le président dit à gauche, même si on sait qu'il s'est trompé, tout le monde dit à gauche. Il faut attendre que le président dise je me suis trompé à droite et tout le monde dira on s'est trompé à droite. Ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Disposer d'une majorité ne veut pas dire faire ce que l'on veut. Il peut demander au Congrès et à la Chambre des représentants sans obtenir ce dont il a besoin. Mais à preuve, dans son propre parti, les Républicains, beaucoup de gens ne l'ont même pas soutenu. Beaucoup de gens ont trouvé qu'il est ridicule comme candidat, malgré qu'il a été élu, d'accord. Mais beaucoup de gens se sont démarqués, il n'a pas les mêmes positions. Et si c'était même à refaire, ce n'est pas le candidat idéal pour les Républicains aux États-Unis. C'est peut-être un accident de l'histoire. C'est aussi peut-être qu'il avait un atout, c'est que c'était un grand homme d'affaires qui avait une puissance financière. Or, on est dans un pays dit capitalistique. Donc, c'est des pays où l'argent a sa place et l'argent a sa puissance. Vu qu'il avait déjà obtenu au moins la suppression, la suspension de la loi sur le Clean Power Act, c'est la loi sur les énergies propres. Donc il avait obtenu ça. Et avec ce qu'il a obtenu comme majorité au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre républicaine, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va au moins utiliser cette force actuelle pour le faire? Utiliser, le mot utiliser, je vous dis que le mot utiliser, c'est valable au Sénégal et en Afrique. Là, on utilise les élus. Là-bas, vous avez affaire à des gens qui réfléchissent. Et les États-Unis ont compris aujourd'hui qu'ils sont dans un monde ouvert et que la concurrence devient de plus en plus terrible avec la percée de la Chine. Le mythe américain est en train de se disloquer et de connaître plus ou moins une chute. Il faut regarder même le cours du dollar, etc. Il y a des éléments indicateurs qui montrent carrément que les Américains, leur arrogance là, ils commencent maintenant eux-mêmes à douter. Et je pense que pour leur propre intérêt et pour leur rayonnement sur la scène internationale, il y a des aspects, vous les touchez, vous allez avoir le monde entier contre vous. Parce que regardez aujourd'hui au niveau du dispositif, pour ce qui est toujours des accords de Paris et donc de la prise en charge de la protection de l'environnement. Regardez les pays qui sont là. Quelle est cette puissance qui n'a pas signé? Toutes les plus grosses puissances ont signé. Diplomatiquement, quel intérêt les Américains peuvent-ils avoir en se soustrayant du reste du monde? Alors qu'ils veulent relancer leur économie pour créer de nouveaux emplois. Par quels moyens? La Chine est en train de percer sur le plan international. Vont-ils commettre cette erreur de prendre certaines positions qui vont les marginaliser au profit de d'autres concurrents tels que le Japon et la Chine, tels que l'Union européenne qui est en train de se reconstruire? Je pense qu'ils feront des calculs. Et ce qui fait que le mot utilisé, il faut éviter ça. Vous êtes président aux États-Unis, ne vous donne pas les moyens de faire ce que vous voulez chez les autres. Au Sénégal, oui. Et à force de le voir au Sénégal, on pense que partout c'est la même chose. Non, au Sénégal, on utilise le député comme on le veut. Le président fait ce qu'il veut et l'Assemblée suit. Aux États-Unis, c'est pas ça. Vous êtes président, vous pouvez être désavoué par le Congrès, vous pouvez être désavoué par la Chambre des représentants. Tout dépend de la pertinence et des opportunités. Là-bas, on travaille en termes d'opportunités et de pertinence. C'est tout. Maintenant, il y a un groupe de lobby qui pense que la signature de Paris est une menace par rapport à leur économie. Ils ne sont pas seuls. Pourquoi on a tardé à signer cet accord-là? C'est que même en France, beaucoup de gens pensaient à cela. Tous les pays développés pensaient que ces accords-là étaient un frein. Mais les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas de sens à se développer en dehors d'une prise en compte de la dimension environnement. Parce qu'un développement durable ne peut accepter un certain nombre de pratiques. Ok, et vous pensez vraiment que les États-Unis sont-ils à l'abri du réchauffement climatique? Personne n'est à l'abri. C'est une planète. La planète nous est commune. La planète nous est commune. Donc, la nuance que l'on fait, on dit toujours qu'il y a une partie qui est très vulnérable, les pauvres. Donc ça correspond à l'Afrique. Mais la planète, elle est commune. Si la planète se dégrade, elle se dégrade pour tout le monde. Elle se dégrade pour tout le monde. Et je crois carrément que ça, c'est un bien commun. Les États-Unis ne le font pas pour l'Afrique, mais ils le font pour eux-mêmes, pour les citoyens américains. Et attention, regardez la délégation américaine là. Les gens qui y sont, c'est d'éminentes autorités aux États-Unis. C'est eux qui sont battus pour forcer la main à Barack Obama pour qu'il signe cet accord. Ce n'était pas facile. Et pourtant, quand l'accord est passé, il n'y a pas eu trop de remous aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que finalement, les gens ont fini par être convaincus. Voilà, donc vous avez parlé de l'Afrique. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Hein, parce que sinon, il va avoir tout le monde contre lui. Et là, c'est pas bon. Il a déjà des opposants à l'interne. S'il doit encore avoir le monde contre lui, il va souffrir de ça quand même. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique. Actuellement, l'Afrique est en train au moins d'accueillir la COP22 à Marrakech même, qui a démarré du 7 normalement, le 7 au 18 novembre. Donc, quels sont les enjeux de cette COP22 même? Bon, en réalité, la COP22, heureusement, elle est en Afrique. C'est quoi? C'est juste pour le suivi des accords de Paris. Quand on était à Paris, c'était pour des négociations, pour obtenir de façon à ce que, du point de vue du réchauffement climatique, que les températures puissent revenir à moins de 2 degrés.
c'est-à-dire à 1,5 pour parler comme les pays insulaires. C'est l'accord qui a été obtenu. Lorsqu'on a obtenu l'accord à Paris, ça ne suffisait pas. Il faut que chacun aille dans son pays pour la ratification. Et c'est quand vous finissez de faire la ratification qu'on vous prend au sérieux. Mais l'accord tel qu'il a été fait à Paris, là-bas c'est les accords. Maintenant, c'est à travers la... Or, pour cette ratification, pratiquement le nombre de pays qui doivent faire une ratification pour que l'accord entre en vigueur a été atteint. Donc l'accord est maintenant entré en vigueur. Alors, maintenant, ce qui va se passer au Maroc, les enjeux, c'est quoi? C'est qu'il y a ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée nationale, qui est la participation de chaque État dans la prise en charge des effets liés à cet accord, des conséquences liées à cet accord. Donc, pour ce qui est des Africains, par exemple, ils disent qu'en le faisant, nous avons renoncé et nous avons pris le risque par rapport au développement. Il faut essayer maintenant de nous compenser, de nous donner quelque chose pour compenser le manque à gagner. Et ce qui a fait que le Sénégal, le Mali, tous les pays du monde ont fait ce qu'on appelle une contribution prévue déterminée nationale. C'est-à-dire qu'ils disent que voici ce que nous, on peut faire. Et voici le prix à payer. Et le prix à payer, c'est ce qu'on appelle, ça fait allusion au financement vert. Ce financement vert, c'est quoi? Les pays développés avaient pris l'engagement d'assister les pays sous-développés pour qu'ils puissent réparer ou bien pour qu'ils puissent avoir des compensations et pour qu'ils puissent se développer. Pourquoi? Parce qu'on pense que les responsables par rapport à ce qui nous est arrivé, ce sont ceux-là qui ont contrôlé la révolution industrielle de la seconde moitié du 19e siècle. Et l'Afrique n'en fait pas partie. Et donc ce ne serait pas très juste que vous soyez l'auteur du problème et que pour la réparation, qu'on se le partage. Donc il y a la responsabilité morale. Donc on dit carrément, comme c'est toi qui es responsable et tu es plus puissant que moi, c'est à toi de me réparer. Parce qu'aujourd'hui, si rien n'est fait, les plus vulnérables, c'est les Africains. Les plus exposés, c'est les Africains. Alors que c'est les innocents, ils ne sont pas responsables de ce qui nous est arrivé. Les vrais responsables, c'est eux les riches. Et donc c'est l'engagement que les riches là maintenant ont pris pour dire aux Africains, nous vous rassurons que nous mettrons de l'argent à votre disposition pour vous accompagner dans vos plans de développement. Et pour le suivi de ces accords, est-ce que le Sénégal est en train au moins de respecter ça? Bon, vous savez, le mot respecter, pour le moment, étape par étape, oui. On a signé les accords de Paris, le Sénégal fait partie. La ratification, le Sénégal l'a fait. Donc c'est la première étape. Après Paris, la première étape, donc jusque-là, on a respecté. Maintenant, arrivé au Maroc, on va revenir. Ce qui va être arrêté au Maroc, il faut le respecter. Je ne sais pas, vous faites allusion à quoi, si vous posez cette question. Aux centrales de charbon qui ont été annoncées il y a quelques années par le gouvernement. Est-ce qu'ils ont renoncé à ça? Parce qu'actuellement, le constat est qu'ils sont en train au moins de se pencher sur l'énergie solaire et éolienne aussi. Déjà, il y a des centrales. Non, c'est-à-dire que c'est des choix stratégiques. C'est-à-dire que la centrale avait été conçue, l'initiative de la centrale était venue bien avant les accords. Parce que si vous me dites, est-ce qu'ils respectent l'accord? Quand on parlait et quand l'initiative de la centrale a été prise, c'est avant l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est décembre 2015. Les centrales sont venues avant. Elles n'ont pas pris un engagement à Paris pour dire qu'une fois de retour, nous allons détruire tout ce qui est d'eux. Eux, ils vous diront, d'un point de vue diplomatique, que ce qui est passé est passé. Mais maintenant, à venir, on ne fera pas. Bon, ça, c'est une parole de politique. Hein. Mais moi, maintenant, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que même s'il n'y avait pas l'accord de Paris, une centrale n'est pas une opportunité. Et la centrale, l'endroit où on a mis ça encore, c'est plus catastrophique à Bargny. Parce que Bargny est frappé de plein fouet par l'érosion côtière qui est en train de menacer la terre. Les industries très chimiques de ciment ont occupé une autre partie. Vous y mettez encore une centrale, il reste quoi pour Bargny? C'est-à-dire que Bargny va respirer la poussière du ciment, va être frappé par les eaux avec l'érosion côtière, et ensuite la pollution de la centrale à charbon, ça pose de sérieux problèmes. Donc, mon option est que, avec ou sans même l'accord de Paris, on ne devait pas le faire. Mais pour éviter de donner un certain nombre de jugements de valeur, je donne souvent des réflexions par rapport à un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique, quand tu me dis le respect d'un accord, il y a la date de signature de l'accord et la date. Et en matière de loi, on dit qu'une loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que je viens de signer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus. Mais ce qui est derrière n'est pas lié par rapport à ça. Ça, c'est d'un point de vue scientifique. Maintenant, d'un point de vue de la réalité, je précise que, avec ou sans l'accord de Paris,
les centrales à charbon sont des unités très polluantes, ce n'est pas opportun. Ça se fait en Afrique du Sud, ça se fait beaucoup en Inde. Et on a vu les dégâts que cela cause. Et actuellement, vous conseillez au Sénégal de renoncer à ces centrales? Non, ça c'est des points de vue personnels. Dans mon analyse, quand je dis que je rejette ces choses, c'est que je pense qu'il faut une alternative par rapport à ça. C'est parce que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts. Nous avons 24 heures sur 24 heures de soleil. 365 jours sur 365 jours de soleil. Il suffit simplement, avec un peu de volonté politique, de voir du point de vue des innovations technologiques, comment capter les rayons solaires. Pas pour en faire des photovoltaïques, ce n'est pas efficace, mais pour en faire une centrale solaire qui va capter cette énergie et qui va distribuer ça dans les circuits comme ça se fait avec les industries fossiles actuellement. Mais à l'état actuel où le gouvernement s'est lancé sur des centrales photovoltaïques. Photovoltaïque, ce n'est pas la qualité. C'est pas la qualité. C'est du point de vue intensité. Moi, ce que je dis est différent. Si c'est une centrale, ce sera la même puissance que ce que la Sénélec fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les unités comme Sonacos, tout ça, qui sont polluantes, vont tous être branchés sur ça. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le pétrole qui est distribué aux clients, l'énergie solaire, sous forme d'énergie captée, c'est elle qui va remplacer le pétrole là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au moment où nous parlons, la lampe que vous avez ici, ce n'est pas voltaïque. C'est l'énergie fossile et c'est des énergies aussi polluantes. Dans le Sahara, on peut capter ce même soleil pour avoir la même intensité d'énergie et la Sénélec ne distribuera plus de l'énergie à partir des ressources fossiles, mais à partir des ressources solaires. Et là, vous avez de l'énergie propre et elle sera même gratuite parce que, vous voyez ce que ça fait, plus tard on pourra amortir. C'est les champs technologiques de départ qui vont être lourds, mais avec le temps, ça va aller. Ça a été un projet qui a été discuté lors de la COP à Copenhague, et où à l'époque le président lui-même a fait des démonstrations. On avait invité un certain nombre d'Africains, etc. pour continuer à la réflexion. Malheureusement, comme il n'y a pas de suite dans nos États, le projet est classé. Mais les photovoltaïques, c'est un peu archaïque parce que vous le faites par exemple dans des zones comme Ziguinchor, un peu de foudre, il faut changer les batteries, il faut faire ceci. Ensuite, même l'éclairage public, tous les gars qui se vantent dans ma ville, j'ai monté, regardez l'éclairage, ce n'est pas un éclairage très intense, c'est très faible, etc. Même dans les maisons, finalement. Et la puissance de cette énergie ne permet pas d'alimenter les grosses industries. Ce sont les grosses industries polluantes qui ont besoin d'énergie propre. Ce n'est pas les ménages. Les ménages ne constituent même pas 1% de pollution. Voilà, donc l'ambition, c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup M. Sané. Donc, nous sommes au terme de notre émission. Donc je rappelle que vous êtes aujourd'hui l'invité de l'émission qui porte le nom, même l'invité de la rédaction au sein du site d'information La Teranga.info. Donc nous vous remercions. Voilà, nous laissons aussi remercier aussi les internautes aussi. Merci.